On va parler de cybersécurité. Elsa, c'est le mois d'octobre, mois de la cybersécurité en Europe. Alors, on sensibilise souvent les entreprises, mais il faut aussi parler des particuliers. Alors, ma première question, Elsa, vous qui êtes journaliste, spécialiste de la tech, des télécoms, ma première question, c'est comment bien protéger ces données personnelles ? Ouais, plusieurs méthodes. La première et la plus simple, c'est de faire des sauvegardes, d'avoir ces données stockées à 2 endroits différents. Et comment on fait ça le plus simplement possible ? Pour les particuliers, la formule la plus simple, c'est toutes les formules de cloud qui sont proposées par les éditeurs type iCloud pour Apple. Et sinon, tout le monde sait ce que c'est qu'une clé USB. Oui. Et les photos auxquelles vous tenez, vous les stockez sur une clé USB ou un disque dur externe. Ça prend entre 2-3 minutes à faire et ça évite bien des déconvenues. Et alors, on dit souvent qu'il est important de faire des mises à jour de logiciels. C'est vraiment important ? Oui, parce que les mises à jour sont souvent faites quand les développeurs trouvent qu'ils ont laissé des portes ou des failles qui peuvent justement laisser rentrer des pirates, des hackers, appelez-les comme vous voulez, des malveillants, dans les téléphones ou les PC. Donc autant faire les mises à jour. Mise à jour de logiciels et évidemment… Régulièrement. Voilà, régulièrement. Et alors les mots de passe, parce que c'est très compliqué, on nous demande de changer de mot de passe parce qu'il faut régulièrement changer son mot de passe, que ce soit des mots de passe de qualité, quelle est vraiment la règle, l'une des règles absolues pour Alors, éviter. il y a la névrose des directeurs des services informatiques des grands groupes qui veulent changer de mot de passe tous les 3 mois et mettre des points, des virgules, des accents, etc. Puis il y a la vraie vie. Ouais. Donc en vrai, c'est pas la peine de changer de mot de passe tous les 3 quarts d'heure. Et un mot de passe solide, c'est éviter mot de passe 1, 2, 3, 4, votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Ou quand vous êtes Philippe Gueluc, pas mettre le chat en mot de passe parce qu'on va forcément l'essayer. Ah, mais alors j'ai trouvé votre mot de passe. Non, bravo. Mon fils d'ailleurs était très fier à une époque parce qu'il avait trouvé un mot de passe que je peux pas vous dire ici. C'était très vulgaire. Non, très vulgaire. C'est une formule très vulgaire. Il la disait à tout le monde tellement ça le faisait rigoler. Mais il y a un truc, moi on m'a conseillé effectivement. Alors j'ai un mot de passe qui est absolument que j'ai enfermé dans un coffre parce que j'arrive pas à le retenir, mais qui est compliqué. Ces machins de trucs avec des signes de ponctuation, des machins qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et quand on l'a proposé, ils ont mis sécurité moyenne. Mais qui peut trouver un truc comme ça ? Non, en fait, c'est considéré comme une bonne sécurité quand vous avez au moins 1 ou 2 chiffres dans le mot de passe et 1 ou 2 majuscules. En fait, ça suffit et 8 à 10 caractères. On nous a parlé certaines fois, Fred, on en parlait ensemble, de faire une phrase très courte et de n'en prendre que les premières lettres de chaque mot. Alors, soit comme une phrase courte une phrase courte et oui, mais comme la phrase n'est pas connue, ça peut marcher. Ou bien sinon, vous apprenez un poème et en fonction des sites, vous mettez chaque vers dans… Oui, parce qu'une des choses importantes, c'est de ne pas reproduire plusieurs fois le même mot de passe. Ouais. C'était votre mot de passe Figaro que tout le monde connaît, Fred, parce que vous le donnez à tout le monde. Il ne faut pas vous en servir pour votre compte en banque. Elsa, il faut aussi, j'imagine, faire attention à ce qu'on appelle les faux emails. Parfois, on reçoit des mails de gens qu'on ne connaît pas avec des adresses assez alambiquées. Est-ce qu'il faut se méfier de ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ? Ça s'appelle le phishing. Ouais. Donc, votre ami qui vous appelle au secours en disant « envoie-moi ton numéro de carte bleue », non. Ou votre banque qui vous dit « j'ai perdu vos coordonnées, est-ce que vous pouvez me rendre » Non plus. Non plus. Les impôts, peut pas vous demander. Non. En fait, tout organisme… réel, personne ne demandera jamais, qu'il s'agisse des impôts, d'une banque, de la CAF, tous, personne ne demandera jamais d'informations personnelles par un email et encore moins de carte bancaire. Donc ça, c'est poubelle directe, parce qu'avec un peu de chance, en plus, derrière, il y a un logiciel espion. Exactement. Poubelle directe. Il faut le préciser parce que vous fassiez très attention, c'est le mois de la cybersécurité. On informe les entreprises régulièrement, mais vous, en particulier, vous n'êtes pas forcément au courant. Et ce que dit Elsa est très important, c'est que les pirates réutilisent les logos parfaitement bien, certains codes, certaines informations personnelles. Les mails, comme si c'était les mails originaux. Donc il faut faire très attention à ça. Et les opérateurs télécoms aussi. Il y a beaucoup de mails qui sont envoyés au nom de Free, Orange notamment, et pour redemander les coordonnées, et c'est pas pareil. Et par exemple, dans la vie, ma femme me demande parfois de lui donner ma carte bleue, et avec le code, est-ce que je dois dire oui ou non ? Ça s'appelle un piratage légal. D'accord. C'est un piratage légal. Le piratage en règle. Quand on achète, parce qu'aujourd'hui on sait que le shopping en ligne, on achète tous nos chaussures pratiquement ou nos vêtements sur Internet, nos livres. Frédéric achète ses livres sur Internet. Comment on sait que le site sur lequel on achète nos articles est un site sécurisé ?
Alors, juste, la première chose à faire, c'est regarder l'adresse, donc HTTP, et s'il y a un petit S derrière. Ah, c'est le petit S derrière c'est un secure, et donc ça permet de vérifier. Et ensuite, au moment du paiement, il y a des procédures qui sont en ligne. Donc, avant de rentrer sa carte bancaire, si vous êtes rerouté sur un site en HTTPS d'une banque, c'est mieux, avec éventuellement validation sur le smartphone via saisie, soit d'un SMS ou bien via des saisies dans les applications. C'est le cas dans certaines banques. Philippe, vous avez un... Oui, non, moi j'ai un conseil à donner, c'est que la méthode ancienne, d'aller dans une librairie, chez un marchand de chaussures, ça reste très sécurisé et je trouve formidable parce qu'il y a un contact humain et parce que ça aide des petits commerçants à survivre. Je suis bien d'accord avec vous, ça s'arrête pour moi à l'agence de voyage où là je préfère vraiment en ligne. Le débat n'est pas là. Pardon ? Je sais. Le débat n'est pas là. Mais vous m'aviez dit que je pouvais mettre mon grain de sel. Mais mettez-le. Assaisonner l'émission. Après, un petit, on est bien. Elsa, on parle là de PC, mais est-ce que nos smartphones sont plus vulnérables ou moins vulnérables ? Ils sont vulnérables, pareil. D'accord. Il y a maintenant, il y a de plus en plus de piratage en fait, qui concerne les smartphones, d'où l'intérêt de sauvegarder toutes les photos qu'on prend sur les smartphones sur un cloud. C'est encore ce qu'il y a de plus simple pour y arriver, ou de faire un duplicata sur un PC. Et sur les smartphones, éviter de se connecter en fait, à un Wi-Fi public que vous connaissez dans les aéroports, quand on prend l'avion, par exemple. Voilà. Alors, comme vous partez souvent en Chine, ça fait partie des pays où c'est même sur le site du gouvernement chinois. Du gouvernement français, le chinois le gouvernement français de ne pas se connecter en fait sur les Wi-Fi publics dans certains pays, dont la Chine, parce que c'est des aspirateurs à données. Donc si en plus vous y allez pour des raisons professionnelles, c'est encore plus embêtant de se connecter sur des réseaux Wi-Fi dits ouverts. Oui. Par contre, chez des copains, normalement, on peut le faire. Les copains, les amis. Voilà. Chez des copains chinois, oui, il n'y a pas de... Il y a des copains chinois. Attention. Voilà. Elsa, merci beaucoup de toutes ces précisions. Restez vigilants, évidemment. On retrouve vos papiers sur lefigaro.fr et dans les pages saumon du Figaro. On en profite parce que vous êtes là pour préciser que votre livre, Patrick Drahi, L'ogre des networks aux éditions L'Archipel, sort dans quelques jours. Tout à fait. Merci Frédéric. Merci, à très bientôt Elsa. Merci Elsa. Philippe Geluck, qu'est-ce qui vous inspire ce sujet ? Ça vous effraie un peu, ces cyberattaques sur les particuliers aujourd'hui ? Bien sûr. Mais moi, je ne me rends pas compte. Moi, j'utilise mon téléphone de façon très classique. Je prends des photos, je téléphone et je prends quelques notes, c'est tout. Mais c'est sûr. Non, moi, j'ai peut-être une question à vous poser sur la cybersécurité de façon plus générale, parce qu'on se dit que ces réseaux de diffusion d'informations, de trucs, Internet, etc., c'est quand même c'est le foutoir mondialement. Et on sait qu'il y a des choses nauséabondes qui circulent, des apologies du terrorisme notamment, et je me demande comment on n'arrive pas à mieux juguler ça, quand on sait que dans des pays totalitaires, on peut carrément cadenasser l'Internet ou virer des sujets entiers de certains réseaux nationaux. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à mieux observer et à mieux créer une police, simplement, selon le terme de la loi ? Là, on n'est plus dans l'attaque, on est dans la liberté d'expression. Ça qui pose d'autres sujets, c'est savoir. Enfin, la Chine peut verrouiller des adresses entières, dire, Coca-Cola, Twitter, il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès Facebook en Chine. Voilà. Au moins, c'est simple, il n'y en a pas. Alors, en France, aux États-Unis, on a décidé de laisser les gens aller là où ils veulent. Le problème, c'est que tout le monde peut poster. Alors, derrière, il y a des modérateurs qui sont mis en place. Mais par rapport au flux d'envoi, il n'y a peut-être pas assez de modérateurs. Nous, au Figaro, nous avons des modérateurs, mais ça ne suffit pas toujours pour enlever les commentaires injurieux, à caractère raciste. Bien sûr. Parce que le terme « un espace de liberté », pour moi, ça ne veut rien dire. Quand on dit les gens qui skient hors piste ou qui skient n'importe quoi, mais c'est le seul espace de liberté. Non, pas si on renverse un môme, pas si on renverse quelqu'un qui avance doucement. Et je trouve que c'est la même chose sur Internet. Je trouve espace de liberté, ça ne veut rien dire si cette liberté n'est pas malgré tout cadrée selon des termes légaux. C'est cadré, mais il manque peut-être de gendarmes. Voilà.